Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce webinaire aujourd'hui sur le thème de la psychonutrition et plus particulièrement donc la dépression et le microbiote et le rôle clé de la psychonutrition. Pour aborder cette thématique aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné du docteur Guillaume Font, qui est médecin psychiatre et enseignant-chercheur. Donc bonjour à vous, docteur Font. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui. Et merci à vous tous. Donc là, vous êtes vraiment nombreux à vous être inscrits aujourd'hui. Vous êtes nombreux à nous rejoindre aussi sur ce webinaire. Donc ça nous fait vraiment plaisir sur ce temps de midi. On a 45 minutes ensemble. Au niveau du sommaire, aujourd'hui, le docteur Font va d'abord aborder la thématique de la dépression, voir un peu quelles sont les origines, quels peuvent être les traitements de la dépression. On va ensuite parler bien sûr du microbiote intestinal, un peu l'établissement du microbiote, le lien entre le microbiote, l'intestin donc, et le cerveau et l'impact d'un déséquilibre au niveau du microbiote, donc d'une dysbiose. Après, on parlera vraiment plus d'alimentation, bien sûr, et le lien entre le régime alimentaire et la dépression. Et enfin, une dernière petite partie sur la prise en charge qu'on peut proposer aux patients sur le plan plutôt des compléments alimentaires. Et donc, on garde bien une quinzaine de minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à interagir pendant cette présentation. On a Léa donc, de chez Compliment qui est avec nous aujourd'hui en tant que modératrice pour répondre à vos petites questions dans le chat s'il y en a. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Livestorm, vous pouvez donc utiliser soit le chat pour poser vos questions plutôt concernant les fonctionnalités éventuellement de la plateforme, et donc on a Léa pour y répondre. Et sinon, il y a la rubrique questions que vous pouvez employer tout au long du webinaire, et c'est principalement là-dessus qu'on va se baser à la fin pendant les 15 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les poser, et puis on y reviendra bien à la fin. Et donc, je vais pouvoir laisser la parole au docteur Guillaume Font qui va pouvoir se présenter et commencer à nous parler de psychonutrition. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Compliment Pro pour m'avoir invité. En fait, c'est toujours intéressant d'avoir des initiatives en fait à la fois d'initiatives privées et de rencontres avec des chercheurs publics. Donc moi, je suis psychiatre, enseignant et chercheur à l'université d'Aix-Marseille. Donc à Marseille. Et je suis aussi auteur et conférencier. Donc, j'ai rédigé en fait des livres. Ce que je vais vous présenter, en fait, c'est le contenu de mon dernier ouvrage en fait qui s'appelle Bien manger pour ne plus déprimer. C'était un petit clin d'œil au livre Méditer pour ne plus déprimer de mon ami Christophe André. Et en fait, on voulait aussi rassurer les gens sur le côté accessible des données. Donc, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est des choses qui ont été vulgarisées dans cet ouvrage. Il y a deux parties, et ça, c'est un des retours qu'on me fait beaucoup, qui a été très apprécié. C'est que j'ai distingué, en fait, des parties grand public avec les messages principaux et des parties plus détaillées et étayées sur le plan scientifique à viser des professionnels ou des personnes qui veulent devenir, entre guillemets, expertes du domaine et pour démontrer aussi le côté solide des données que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça, c'est, je pense, très important parce que dans beaucoup d'ouvrages de vulgarisation publiés encore aujourd'hui, on trouve des erreurs ou des choses qui ne sont pas supportées par les données de la science. Et ça, c'est vraiment dommage parce que finalement, on ne peut même pas toujours se fier en fait à l'étiquette de l'auteur. Ce n'est pas toujours un gage de la valeur scientifique de ce qui est présenté dans l'ouvrage. Et puis même à l'intérieur d'un même ouvrage, il peut y avoir des choses très bien étayées scientifiquement, et puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Alors aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est aussi le contenu des séminaires que je donne aux internes à la faculté de médecine d'Aix-Marseille. Et puis, je propose aussi des formations pour les généralistes et les autres spécialistes qui sont intéressés, puis mes collègues psychiatres, bien sûr. Donc, j'ai choisi de me focaliser aujourd'hui sur le trouble mental qui est le plus fréquent, le premier, donc d'après l'OMS, en termes à la fois de prévalence, mais aussi d'impact sur le fonctionnement au niveau mondial, c'est la dépression. La dépression, c'est 264 millions de personnes dans le monde, probablement plus depuis l'épidémie Covid, parce qu'on voit qu'en France, actuellement, on est à 15% de personnes en état de dépression. C'est les chiffres de 2021.
de l'adresse. Donc, c'est des chiffres extrêmement récents et inquiétants qui montrent que la dépression a fortement augmenté, puisqu'on était plutôt autour de 7% quand on était en période pré-Covid. Donc, c'est considérable. Et une personne sur 5, donc parmi nous, parmi les personnes qui n'ont pas fait de dépression, il y en aura 1 sur 5 qui fera une dépression au cours de sa vie. Donc ça veut dire qu'on est vraiment tous concernés. Je pense qu'on connaît tous une personne qui a fait une dépression. Beaucoup d'entre nous en ont déjà fait une. Donc pour ceux et celles qui en ont fait une, je pense que quand on l'a vécu, en fait, on est particulièrement sensible à ce phénomène. Et on sait maintenant qu'il y a de nombreux facteurs qui sont impliqués. Donc, je le rappelle pour les personnes qui ne sont pas experts de la dépression. La dépression, donc, c'est une maladie. Hein, elle apparaît dans la classification internationale des maladies. Et donc, pour parler de dépression, en fait, il faut 2 symptômes corps, donc, qui sont une souffrance morale ou une forte tristesse de l'humeur permanente, hein, quasiment toute la journée, ou une perte de plaisir, et ça, c'est de plus en plus fréquent dans les symptômes de dépression que l'on voit. Ce qu'on appelle l'anédonie, en fait, c'est la perte du goût des choses, et ça peut aller jusqu'à la perte carrément de l'élan vital. Et ça peut s'associer à d'autres symptômes qui sont parfois des conséquences ou des facteurs de maintien de ces 2 premiers symptômes, comme par exemple les troubles du sommeil, qui sont souvent d'ailleurs le premier signe hein, qu'on commence à aller moins bien sur le plan psychique. Ça peut être dans un cadre d'un burn-out, d'un harcèlement professionnel par exemple, des ruminations le soir, des difficultés à s'endormir. Ça peut être des réveils au milieu de la nuit, on n'arrive pas à s'endormir parce que justement on est en état d'agitation mentale. Des problèmes d'appétit, et donc on va voir que ça va concerner directement notre sujet aujourd'hui, mais je vais tout de suite définir ce qu'est la psychonutrition pour qu'on s'entende bien. La psychonutrition, c'est l'impact de l'alimentation sur notre santé mentale. Ce n'est pas la même chose que l'étude des troubles du comportement alimentaire. Donc, on ne va pas parler d'anorexie et de boulimie aujourd'hui. J'anticipe s'il y a des questions là-dessus. Bien sûr, quand on a un trouble du comportement alimentaire, par définition, ça va impacter l'alimentation. Donc, ça va rentrer dans les effets de la psychonutrition. Mais si je fais une boulimie, en fait, je vais avoir tendance à me remplir d'aliments très caloriques et dans certains cas, avoir des conduites de purge, de vomissement. Tout ça va avoir des conséquences sur le corps, bien sûr, et donc sur la santé mentale, bien sûr. Mais notre sujet, c'est vraiment l'impact des molécules qui rentrent dans mon corps sur ma santé mentale, et ça peut même aller très, très loin, parce qu'au-delà de l'alimentation, on pense bien sûr aussi à la consommation d'alcool, hein, qui est un aliment, je le rappelle. L'eau est un aliment aussi, donc la consommation d'eau influence notre santé mentale. D'ailleurs, je précise tout de suite, puisqu'on n'y reviendra pas, que ça ne sert à rien de boire de l'eau embouteillée par rapport à la santé mentale. Et comme il y a un fort coût environnemental, en France, on a une eau du robinet d'excellente qualité. Je l'ai encore vérifié pour nous à Marseille, mais c'est le cas. En fait, on a parmi les critères les plus stringents de la qualité de l'eau dans les pays de l'Union européenne et dans le monde. Donc, autant en profiter. On sait en plus, on l'a vu cet été, à quel point l'eau est précieuse. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser des camions pour transporter des tonnes de bouteilles d'eau. On peut utiliser l'eau du robinet pour la santé mentale. Après, pour les histoires de calcul rénal et d'autres choses, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais là, je parle vraiment de la santé mentale. Donc, la dépression, ça peut s'accompagner, bien sûr, d'idées suicidaires. C'est ça qui en fait l'urgence. Et c'est responsable, c'est la maladie qui s'accompagne du plus fort taux de suicide. Donc, on a amélioré les taux de suicide en France grâce à un système qui s'appelle Vigilance, hein, les rappels des personnes qui ont présenté une première tentative de suicide. Mais il y a aussi toutes les personnes qu'on n'a pas réussi à atteindre avant qu'elles fassent leur tentative de suicide. Et il reste encore plusieurs milliers de personnes chaque année en France qui mettent fin à leur jour. Donc, la dépression, c'est vraiment un problème considérable actuellement en santé mentale. Alors, il y a des choses en fait qui sont très bien connues sur le plan du mécanisme de la dépression et qui en même temps sont remises en cause. C'est le principe dans toute science, c'est-à-dire qu'une théorie est utile pour développer des médicaments, des interventions, et puis elle montre ses limites à un moment donné. Et là, en fait, on cherche une autre théorie plus globale, plus holistique, on pourrait dire, qui va intégrer cette ancienne théorie, ou voire parfois la dégommer, mais là, on est plutôt dans une phase d'intégration. Et donc, la théorie dont je parle, sur laquelle a reposé le traitement de la dépression pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, c'était la théorie
monoaminergiques. Alors, c'est un mot compliqué pour dire en fait que l'hypothèse était que la dépression venait d'un déficit de neurotransmetteurs, donc de molécules, d'hormones qui permettent aux neurones de communiquer entre eux dans le cerveau, et que si on faisait remonter ces niveaux de neurotransmetteurs, on soignait la dépression. C'est comme ça que les antidépresseurs ont été développés avec succès. Et donc, il y a régulièrement en fait des papiers, là vous en voyez un à droite, qui dégomment les antidépresseurs. Mais c'est pas si simple que ça en fait. Donc là, ce qu'on peut en fait synthétiser de la façon dont on conçoit la dépression aujourd'hui, c'est qu'il y aurait à peu près 15% des patients qui répondent complètement aux antidépresseurs. Donc ça veut dire qu'il y a 15% des gens, et on a vu sur les chiffres de prévalence, ça représente des centaines de milliers de personnes, hein, donc il ne faut pas dire que les antidépresseurs, ça ne marche pas. Mais par contre, pour les 85% restants, soit il y a des réponses partielles, soit il y a des réponses fluctuantes dans le temps, soit il n'y a pas de réponse du tout. Donc, ça veut dire que les antidépresseurs ne sont absolument pas suffisants pour soigner la dépression. Et en fait, on sait que ça ne se limite pas à des problèmes de monoamine. Donc, on s'est focalisé avec les antidépresseurs sur la sérotonine et la noradrénaline, les deux hormones principales ciblées par les antidépresseurs. On a plus de mal avec la dopamine parce que souvent, ce qui fait monter la dopamine, ça a soit un effet addictif, soit des effets qui engendrent des addictions comportementales comme du jeu pathologique, des dépenses inconsidérées, des choses comme ça. Donc, souvent, le médicament s'arrête d'être développé très rapidement, même dès le stade animal, quand on fait monter la dopamine. Donc, on trouve des systèmes indirects en fait, avec des agonistes dopaminergiques utilisés dans la maladie de Parkinson, par exemple, quand on veut agir sur la dopamine. On essaye aussi d'agir sur le glutamate, c'est le mode d'action de la kétamine, hein, qui est maintenant utilisé dans la pratique courante. Et puis, donc, on est en train d'explorer d'autres molécules, et tout ça cible le cerveau. Mais la grande prise de conscience, en fait, actuellement, donc ça, c'est l'étude, la deuxième étude dont je vous parlais, en fait. Juste un petit aparté pour dire en fait que dans cette étude qui a été publiée cet été, donc c'est vraiment l'actualité brûlante, les auteurs ont analysé tous les essais en fait qui évaluent les antidépresseurs, tous les essais qui ont été soumis entre 1976 et aujourd'hui à la FDA, qui est l'agence du médicament américaine, et que c'est là qu'ils ont pu démontrer cette histoire des 15% et des 85% de patients. Donc attention, hein, donc je le rappelle, ça ne veut pas dire que les antidépresseurs ne fonctionnent pas. Ça veut juste dire qu'ils ne fonctionnent pas pour tout le monde. Et moi, je suis en fait le responsable du centre expert dépression résistante de la région PACA. Et donc, tous les jours, on reçoit à l'hôpital, adressés par leur psychiatre traitant, des patients qui ne répondent pas suffisamment aux antidépresseurs. Donc, nous, c'est notre pratique clinique courante. On ne voit que ça. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, que les antidépresseurs sont inefficaces. Alors, quel est le chaînon manquant, en fait? La raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est la question du microbiote. Donc, tout le monde ici a entendu parler, bien sûr. Le microbiote, c'est un phénomène de mode, hein, il faut le dire, médiatique, qui a perdu un peu de sa superbe avec le Covid et puis les différents événements mondiaux cette année, mais qui reste quand même très présent. Et dans les années 2010, en fait, la raison de cette explosion, et c'est comme ça que j'y suis arrivé moi aussi, hein, à travailler là-dessus, c'est que déjà en 2009, en fait, sont apparues des techniques de métagénomique. C'est une technique qui permet d'analyser notre microbiote. Le microbiote, c'est ce paquet d'1 kilo de bactéries qu'on a dans l'intestin, en fait, à partir de l'intestin grêle et qui tapisse jusqu'au bout de notre côlon. Et en fait, ce film de bactéries qui tapissent notre intestin, il a de multiples fonctions. Moi, dans mes études de médecine qui commencent à dater, puisque c'était au début des années 2000, donc il y a une vingtaine d'années, on me parlait de flore intestinale, donc c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Maintenant, on parle de microbiote intestinal. Et la flore intestinale, c'était un épiphénomène, c'est-à-dire que j'en ai entendu parler dans une ligne d'un cours d'hépatogastroentérologie et j'en ai absolument rien retenu. C'était pour des histoires d'antibiotiques et de flore, voilà, de dire on peut réenrichir la flore après un traitement antibiotique ou les traitements antibiotiques peuvent induire des colites à Clostridium difficile, dont on parlera, qui sont des colites mortelles. Donc, c'est le seul endroit où j'ai entendu parler de microbiote à l'époque qui ne s'appelait pas encore microbiote. Et puis ensuite, dans toutes mes études de médecine de tronc commun qui ont duré 6 ans, j'ai eu 4 heures seulement sur la nutrition.
Et donc, c'est le cas encore des étudiants en médecine actuellement. Et donc ça, on essaye de renverser cela en promouvant ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans l'enseignement. Donc, moi, j'enseigne ça aux internes de psychiatrie et aussi au personnel non médical, hein, les étudiants infirmiers en pratique avancée. Alors, notre premier travail dans le domaine, dans notre équipe, en fait, a consisté en 2014 à faire un état des lieux d'un phénomène qui est un peu paradigmatique de l'axe intestin-cerveau que je vais vous présenter et qui s'appelle le syndrome de l'intestin irritable, qu'on appelle aussi colopathie fonctionnelle, syndrome du côlon irritable. Il y a plusieurs noms pour cela. En pratique, donc, ce sont des personnes qui ont des inconforts digestifs, des douleurs digestives, parfois des alternances de diarrhée, de constipation ou que des diarrhées, que des constipations. Dans tous les cas, ces symptômes pourrissent leur vie, ils le disent très clairement en ces termes. Ces personnes, en fait, on a pu le démontrer dans cette méta-analyse en 2014, qui est aujourd'hui notre papier le plus cité de tous les papiers que nous avons publiés, que les personnes qui avaient un syndrome de l'intestin irritable ont plus d'anxiété, de dépression que les autres. Et c'est pas juste le fait d'avoir une maladie chronique, parce que toutes les maladies ne s'accompagnent pas de la même augmentation d'anxiété et de dépression. Notamment, on sait que les maladies inflammatoires s'augmentent plus de troubles mentaux, et les liens entre l'immunité et l'inflammation sont parfaitement établis depuis 30 ans maintenant, hein. C'est dans les années 90 qu'on a commencé à travailler sur le sujet. Ça, ces résultats ont été répliqués dans une deuxième méta-analyse en 2019 par des collègues qui ont confirmé ces résultats. Donc maintenant, on sait qu'il y a une preuve épidémiologique chez l'être humain d'un lien entre un dysfonctionnement de l'intestin et d'une augmentation de l'anxiété et de la dépression. Le microbiote, il évolue au cours de la vie. Je passe très rapidement là-dessus, c'est des données qui sont assez connues. On dit qu'il est formé dans les 1000 premiers jours de la vie, c'est-à-dire les 3 premières années. Donc, ils vont être importantes. Il va falloir faire attention à la diversification alimentaire. On recommande actuellement, donc, si possible, un allaitement pendant 6 mois, une diversification programmée, progressive. Donc, il y a des recommandations pour ça. Et puis, d'éviter tout ce qui peut altérer le microbiote. Donc, faire très attention aux antibiotiques, à les réserver aux indications. Il ne faut pas non plus les mystifier. Ils peuvent sauver des vies chez l'enfant aussi. Il faut faire très attention. Et puis surtout, faire attention à l'alimentation ultra-transformée, inflammatoire, qui, elle, va induire des troubles du microbiote chez l'enfant comme chez l'adulte. Donc, mais chez l'enfant, va être particulièrement sensible à cela, parce qu'il y a des études qui montrent, notamment dans les études des troubles du spectre autistique, que les acides gras à courte chaîne synthétisés par le microbiote sont utilisés par le système nerveux central pour son propre développement. Je vous rappelle que le système nerveux central, en fait, provient du même feuillet embryonnaire que l'intestin. Et on va voir qu'il y a plusieurs choses qui relient l'intestin au cerveau. Au cours de l'âge adulte, le microbiote est plutôt stable s'il n'y a pas d'événements qui viennent le perturber, comme des antibiotiques ou des gastro-entérites, par exemple. Et après une gastro-entérite, la plupart d'entre nous récupèrent son microbiote initial. C'est ce qu'on appelle la résilience du microbiote. Mais on pense que pour certaines personnes, il y a un défaut de résilience et que des gastro-entérites ou des prises d'antibiotiques vont pouvoir altérer durablement le microbiote, d'où l'importance de la supplémentation après des prises d'antibiotiques, qui est faite de plus en plus fréquemment par nos collègues chirurgiens et généralistes. J'ai des exemples, moi, de patients qui m'ont vraiment rapporté que leur syndrome de l'intestin irritable avait été transformé par la prise d'ultralevure, par exemple. Donc ça, c'est des expériences cliniques, hein, voilà, il faut garder cela en tête. Il y a vraiment des personnes qui ont des syndromes très handicapants, et que la recherche a encore du chemin à faire pour aider toutes ces personnes. Donc, le modèle théorique que je vous propose aujourd'hui, c'est un modèle qui connecte, en fait, le développement de ce microbiote au cours de la vie, le développement du cerveau que vous voyez dans la deuxième ligne. Donc, le cerveau, en fait, jusqu'à l'adolescence, il augmente ses connexions synaptiques, et avec une explosion, notamment dans les premières années de la vie, au moment de l'acquisition du langage, par exemple. Donc, une très forte acquisition de compétences, de mémoire, d'enregistrement d'informations. Et puis, au moment de l'adolescence, il y a un élagage synaptique. Donc, en fait, c'est comme un arbre qu'on va tailler. Le cerveau, en fait, va diviser par 2 son nombre de synapses, en ne gardant que les synapses efficientes, c'est-à-dire celles qui auront, entre guillemets, été validées comme efficaces dans le circuit du cerveau. Et on pense que c'est pour ça qu'une forte partie des maladies mentales se déclenchent à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte.
C'est un des phénomènes explicatifs. Donc nous, la schizophrénie, le trouble bipolaire de l'humeur et la dépression, souvent commencent en fait entre 18 et 25 ans, bien que ça puisse arriver plus tard dans le cadre de la dépression. Il n'y a pas d'âge pour faire un premier épisode dépressif. Ça concerne vraiment toutes les tranches d'âge, avec des fluctuations d'une décennie à l'autre, par exemple. Là, sur la dernière décennie, il y a eu une forte augmentation des dépressions chez les jeunes. Et puis la décennie d'avant, c'était chez les 35-44 ans. Donc en fait, il y a vraiment des fluctuations dans toutes les tranches d'âge. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une tranche d'âge plus à risque qu'une autre de dépression. Tout le monde est concerné. Un des nouveaux mécanismes d'action sur lequel on veut développer actuellement des traitements de la dépression, c'est les endocannabinoïdes. En fait, il y a une étude publiée en 2020 par des collègues français, l'équipe de Grégoire Chevalier, qui a fait le tour du monde, puisqu'ils ont pu démontrer, en fait, dans un modèle animal, hein, donc c'est un modèle de souris, bien sûr, on ne va pas demander à une souris si elle a envie de se suicider. Et dans ce modèle animal, en fait, il a pu être démontré qu'administrer un probiotique, c'est-à-dire une bactérie jugée bonne pour la santé, à forte concentration dans l'intestin d'une souris qui n'a aucune bactérie, parce qu'on peut faire naître des souris en conditions stériles, et ben, l'administration en fait, de cette bactérie améliorait non seulement les symptômes équivalents de dépression chez la souris, mais aussi les taux d'endocannabinoïdes au niveau du cerveau. Et donc, c'est une preuve de concept physiopathologique très importante pour le rationnel des différents traitements qui vont cibler le microbiote et qu'on va voir ensemble. Donc, ce que l'on sait aujourd'hui, après ces 10 années d'effervescence, c'est qu'il y a plusieurs voies qui relient l'intestin au cerveau. La première voie, c'est la voie sanguine que vous voyez à gauche en rouge, qui est très interconnectée avec la deuxième voie en gris, qui est le système immunitaire. Donc en fait, quand le microbiote va être perturbé, ce film qui recouvre et nous protège en fait au niveau de l'intestin va être altéré. Et par exemple, il peut être altéré par une alimentation inflammatoire. Il y a des émulsifiants, par exemple, dans l'alimentation qui vont altérer le mucus dans lequel vit le microbiote. Et ça va augmenter la perméabilité de l'intestin. Et donc l'intestin qui normalement est un filtre imperméable qui laisse passer uniquement les nutriments, va commencer à laisser passer des antigènes qui eux-mêmes vont créer de l'inflammation et perturber le système immunitaire. 70% de notre système immunitaire, il est consacré à nous protéger contre ce qui vient de notre alimentation. L'alimentation, c'est bourré d'agents infectieux qui sont dans l'environnement. Et la première fonction de notre système immunitaire, c'est de nous protéger contre ces agents infectieux alimentaires. Donc l'estomac, sa fonction, c'est de décaper, en fait, de stériliser le bol alimentaire. Et donc c'est pour ça que les probiotiques qu'on trouve dans l'alimentation, dans certains aliments fermentés comme la choucroute par exemple, ou les yaourts, et ben, la majorité d'entre eux vont mourir au contact de l'acide gastrique. C'est la raison pour laquelle on n'a pas d'autre solution quand on veut administrer des probiotiques que de prendre des compléments alimentaires en fait, encapsulés qui vont passer la barrière de l'estomac. La troisième voie en violet, c'est la voie endocrinienne, qui est la moins explorée actuellement sur le plan scientifique, parce qu'elle est peut-être plus compliquée aussi à explorer. Donc, c'est l'idée que notre intestin en fait, libère des neuropeptides qui sont très bien connus parce que c'est ceux qui sont en charge de régler la satiété, donc l'extinction de l'appétit. Et on a trouvé ces neuropeptides dans le cerveau. Et donc, la question qui est actuelle, brûlante, c'est est-ce que ces neuropeptides jouent un rôle aussi dans le déclenchement ou l'entretien de troubles mentaux et est-ce qu'en visant ces neuropeptides, on ne pourrait pas être efficace dans une partie des dépressions. Et la dernière voie, qui est la voie du nerf vague en bleu, en fait, c'est la voie anatomique la plus évidente. Il y a 80% des informations qui vont de l'intestin au cerveau et qui sont traitées en permanence de façon inconsciente. Donc, ça veut dire qu'en permanence, mon cerveau est en train de traiter des informations qui viennent de mon intestin sans que j'en ai conscience, bien sûr, parce que sinon, ça occuperait toute ma pensée. Il y a une boucle de rétroaction, ça ne va pas que dans un seul sens, et c'est la voie orange à droite qu'on appelle l'axe du stress, que je pense nous avons tous testé au moins une fois dans notre vie. Quand nous sommes très stressés, comme avant un examen par exemple, nous avons tous fait l'expérience que ça pouvait induire chez nous de la constipation ou de la diarrhée. Et ça vient du fait que l'augmentation du cortisol, l'hormone du stress,
va augmenter le péristaltisme de l'intestin, mais ce n'est pas le seul mécanisme d'action, parce qu'on sait maintenant que le cortisol augmente la perméabilité de l'intestin. Donc cette perméabilité, vous la voyez ici, donc la boucle est bouclée avec ça, c'est que quand on est soumis à un stress chronique, eh ben, on va avoir plus tendance à avoir un intestin perméable, fragile, vulnérable, et des problèmes de microbiote. Donc c'est un cercle vicieux, et on sait que l'alimentation, en seulement 2 semaines, peut modifier le microbiote. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand on passe d'un régime alimentaire qui est riche en sucre caché et en graisses saturées et en produits ultra transformés à un régime qui va être riche en protéines et en fibres qui, elles, sont anti-inflammatoires, et ben, en seulement 2 semaines, on va avoir des modifications du microbiote. Donc ça peut aller assez vite. Donc ça, c'est un message d'encouragement pour favoriser les modifications du régime alimentaire. Donc ces mécanismes qui connectent en fait l'alimentation au cerveau, ils sont de mieux en mieux connus. Je ne les ai pas tous abordés aujourd'hui parce que certains sont extrêmement fondamentaux et techniques avec peu d'applications dans la pratique clinique. Je me suis focalisé sur ce qui nous sert tous les jours avec nos patients au Centre Expert Dépression Résistante. Donc, ce que l'on sait, en fait, c'est qu'il y a des liens qui sont très bien établis entre le surpoids, l'obésité, l'inflammation et la dépression. Et que tout ce qui va perturber mon microbiote va augmenter mes perturbations immuno-inflammatoires. On l'a vu, c'était la voie numéro 2. Ça va augmenter une protéine que nous dosons tous les jours au Centre Expert, qui est la CRP ultrasensible, la protéine C-réactive ultrasensible. J'insiste sur le ultrasensible, parce que si on demande une CRP normale à son médecin, ça va être une CRP en fait, qui va détecter une inflammation aiguë, et on va rater toutes les inflammations de bas grade, ce qui est le cas chez la majorité de nos patients. Nous, il y a 60% de nos patients qui ont des CRP anormales, et anormales, ça commence à 1 mg par litre, donc c'est très bas. Normalement, la CRP, elle est censée être indétectable. L'inflammation, elle peut être induite non seulement par un régime inflammatoire, mais aussi par une sédentarité, un manque d'activité physique, ou par une exposition à la pollution atmosphérique, au tabac, ou à d'autres facteurs environnementaux. Le stress psychique va aussi induire de l'inflammation. Un stress chronique, psychologique, peut entretenir de l'inflammation. Donc, il n'y a pas de distinction à faire entre le psychologique et le biologique, entre guillemets. Ça, c'est aussi un message très important. Encore trop de personnes pensent qu'il y a l'esprit d'un côté et le corps de l'autre. Maintenant, on est vraiment dans une vision spinoziste dans la pratique de psychiatrie. Il y a une interaction permanente entre notre santé mentale, c'est-à-dire notre vécu, notre bien-être mental, et le fonctionnement de notre corps. L'un ne va pas sans l'autre. Alors cette diapo, c'était simplement pour vous montrer qu'il y a des choses très sérieuses et très fondamentales qui sont faites sur ces liens, et qu'il y a beaucoup de cascades moléculaires qui ont été identifiées. On ne va pas rentrer dans le détail de la voie tryptophane-kynurénine, des différentes dysfonctions mitochondriales, etc. C'est des choses très fondamentales. C'était juste pour que vous sachiez que ça existe. Et ça, j'ai pu aussi le détailler dans le livre si vous voulez plus d'informations sur ces parties-là. Donc, ce que l'on sait aujourd'hui et qu'on peut transmettre à toutes les personnes qui ont des problèmes liant l'alimentation à la santé mentale, c'est qu'il y a une méta-analyse de très bonne qualité qui a été publiée en 2020 par une collègue, le docteur Mathison, qui montre que la consommation de légumes diminue de 9% le risque de faire une dépression. Donc j'insiste, on est en préventif. C'est extrêmement rare d'avoir des actions efficaces en préventif sur la dépression. Aujourd'hui, on sait que ce qui marche en prévention de la dépression, c'est-à-dire les meilleures choses à faire pour ne pas faire un épisode de dépression à l'avenir, c'est avoir une alimentation anti-inflammatoire, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est l'activité physique, pratiquer 2h30 d'activité physique modérée par semaine, et malheureusement, j'annonce que la marche ne rentre pas dans le compteur de l'activité physique. Donc c'est bien de marcher, c'est bien de faire 10 000 pas par jour, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment faire une activité physique qui va augmenter un peu le rythme cardiaque. Et donc, ça va être une activité physique, par exemple, en groupe, 2 à 3 fois par semaine, par séance de 30 à 45 minutes. Ce qui permet aussi de créer du lien social, et parce qu'on sait que la fragmentation sociale est une source de dépression très importante.
Et dans les autres choses qui ont démontré une efficacité dans la prévention de la rechute dépressive, il y a aussi la méditation de pleine conscience qui fait partie des thérapies cognitives de troisième génération. Et la psychothérapie, d'une façon générale, est très efficace pour prévenir la rechute de la dépression. Et je dirais même qu'il est indispensable que toute personne dépressive ait fait au moins une psychothérapie et que cette psychothérapie soit centrée sur la dépression. Je ne parle pas d'une psychothérapie simplement de parler voilà, de tout et de rien autour d'une table avec un psychologue, mais vraiment d'analyser en fait les facteurs de maintien potentiel qui peuvent engendrer la dépression et notamment l'exposition à des traumatismes de l'enfance qui peuvent se réactiver de façon inconsciente. Et donc ça se traite très bien dans des thérapies ciblées sur les traumatismes, comme par exemple le NPR. Donc je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pour rappeler que l'alimentation, elle s'inscrit dans tout un tas d'interventions qui sont au-delà de l'intervention médicamenteuse et que l'alimentation s'inscrit dans des modifications de mode de vie plus générales, plus complètes. L'autre bonne nouvelle, c'est que la consommation de fruits diminue de 15% le risque de dépression. Donc, vous voyez que par rapport à la prévalence de la dépression en France, on parle de dizaines ou de centaines de milliers de personnes. Donc, c'est vraiment des informations qui, je pense, devraient être diffusées au plus haut niveau, en fait. Et quand on regarde les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour le traitement de la dépression, et ben, en fait, il y a juste une ligne autour du mode de vie. En fait, c'est vraiment très peu détaillé. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on milite. Et dans nos comptes rendus au Centre expert dépression résistante, on détaille ça dans des rapports qui peuvent faire parfois jusqu'à 25 ou 30 pages. Et donc, je rappelle que ces centres experts, ils sont saisissables par tout le monde, en fait, de façon désectorisée, mais sur adressage du psychiatre traitant. Et donc, il nous faut aussi des mails pour correspondre avec les psychiatres traitants. Et c'est ça qui peut parfois être un peu limitant pour l'adressage, en plus du fait qu'on a énormément de demandes. Les modes d'alimentation, alors là, on a mis sur la diapo régime. En fait, le terme de régime, moi, j'essaye de ne pas l'employer autant que possible. C'est juste par facilité de langage, mais c'est un mode d'alimentation, en fait. Parce que quand on entend régime, souvent, ça lève des résistances aussi bien chez les soignants que chez les patients. Parce que les gens entendent « Ah, le dernier régime à la mode », ils entendent « Ah, attention, les régimes, ça induit des troubles du comportement alimentaire ». Et c'est vrai chez les adolescents. Il faut faire très attention aux modifications alimentaires chez les adolescents. Là, je parle bien des personnes adultes et âgées. Donc, à partir de 18 ans, on n'abordera pas aujourd'hui la question des enfants et des adolescents. C'est une question qui est très complexe parce qu'il y a une puberté et une croissance en même temps. Donc, on a très peu d'études chez les enfants et les adolescents. Donc, je n'ai pas abordé ça aujourd'hui parce qu'on a déjà beaucoup à dire chez les adultes. Concernant le régime anti-inflammatoire, la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on a beaucoup d'épices qui sont anti-inflammatoires. Donc, tout ça, je le détaille dans l'ouvrage si vous voulez en savoir plus. Mais il y a notamment l'ail, le gingembre et le curcuma, qui sont des épices anti-inflammatoires. Et concernant le curcuma, c'est très bien démontré dans des méta-analyses qui ont visé spécifiquement cette épice. Et il faut par contre la consommer avec du poivre. C'est pour ça qu'il y a des compléments alimentaires de curcuma et piperine, parce que ça augmente par 20 l'absorption de l'épice, sinon elle reste dans l'intestin. Donc on sait aujourd'hui qu'on peut recommander beaucoup de choses pour améliorer l'alimentation. Parmi ces choses, nous, au Centre Expert, donc, il y a eu des recommandations internationales qui ont été publiées en mars 2022, donc c'est extrêmement récent, qui disent que tout patient qui présente une dépression doit bénéficier d'une supplémentation en oméga 3, en vitamine D et en zinc. Donc ça, c'est dans les recommandations de la WFSBP et de la CANMAT, deux associations savantes internationales de psychiatrie qui sont jugées plutôt rigoureuses, en tout cas qui n'ont pas l'habitude de promouvoir des médecines qui ne sont pas basées sur les preuves. Donc j'insiste là-dessus, c'est maintenant des choses qui sont dans la pratique conventionnelle. On n'est pas en train de parler de pseudo-médecine ou d'autres choses. Donc ça, c'est des choses qui sont validées maintenant au niveau de la psychiatrie mondiale. On peut recommander l'augmentation des légumineuses aussi, donc pour augmenter les protéines végétales et tout en diminuant les protéines d'origine animale qui sont inflammatoires. Et donc, ça se traduit par une diminution de la viande et même du poisson, parce qu'en fait, l'ANSES ne recommande la consommation que d'une portion de poisson gras par semaine pour éviter les intoxications au mercure. Et donc, ça veut dire aussi qu'on va avoir beaucoup de mal à avoir l'apport nécessaire en oméga 3 dans l'alimentation.
Donc nous, on supplémente systématiquement au centre expert les patients en oméga 3 et il faut des doses d'au moins 1 gramme de PA et 400 mg de DHA. Donc, c'est des doses qui sont plus importantes que la plupart des compléments alimentaires qu'on trouve dans le commerce. Donc, il faut bien regarder les posologies pour prendre la dose adaptée à son besoin. Après, nous, on recommande la supplémentation au long cours en oméga 3, pas en cure, parce que souvent, les personnes qui viennent au centre expert ont des motifs de carence en oméga 3 qui sont les mêmes que ceux de la population française ou même belge. Je n'ai pas les chiffres pour la Belgique, mais en tout cas pour la France, on sait que l'apport moyen des Français en oméga 3, il est de 600 mg par jour, alors qu'il devrait être de 2 grammes par jour. Donc, c'est vraiment un fossé considérable. On a moins du tiers des oméga 3 nécessaires dans notre alimentation. Et les oméga 3, c'est des composants très importants, des neurones ce sont des fluidifiants membranaires. Ils sont aussi anti-inflammatoires et on a vu les liens entre l'inflammation et la dépression. Donc, pour toutes ces raisons-là, et vu qu'ils ont un parfait profil de tolérance, on recommande leur supplémentation systématique. Le problème qu'on a en France, c'est qu'ils ne sont pas remboursés et ça revient à peu près selon les marques, bien sûr, il y a des variations de prix, mais on peut trouver la dose suffisante avec la qualité suffisante pour à peu près 12 ou 13 euros par mois, ce qui reste pour beaucoup de personnes accessible. Il faut juste le prendre en compte dans le budget. Pour nous, en France, la vitamine D et le zinc sont remboursés. Donc ça, c'est sur prescription médicale que ça peut se faire. Vous pouvez en parler à votre psychiatre ou à votre médecin traitant. Et puis, donc ensuite, il y a tout ce qui concerne donc l'augmentation de la consommation de légumes et de fruits dont on a parlé, qui sont très importantes, tout en faisant attention à ne pas consommer trop de fruits sucrés, parce que le sucre rapide, c'est toujours mieux que du sucre en poudre, bien sûr, mais parfois, ça peut aussi faire des pics d'hyperglycémie avec des index glycémiques élevés, et ça peut donner ensuite des hypoglycémies réactionnelles, et ça va être contre-productif. Donc, il faut faire quand même attention à consommer avec modération les fruits très sucrés, comme par exemple le raisin. Alors, je termine sur les traitements qui sont orientés sur le microbiote. Donc, en fait, un message très important des données scientifiques actuelles qui est encore pas assez connu, c'est que les probiotiques ont prouvé leur efficacité dans le traitement de l'anxiété et de la dépression dans plusieurs méta-analyses. Je dis ça parce que je vois encore sur Twitter des personnes parler de fake med ou d'intox, de bullshit, en fait, pour des compléments alimentaires à base de probiotiques. Alors, si c'est argumenté sur la souche, sur la dose, sur la durée, je suis OK. Si c'est juste de dire les probiotiques, c'est du bullshit, ça, c'est pas vrai. En fait, ces méta-analyses sont de bonne qualité. La première a été publiée par Richard Liu, qui travaille à New York, avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Et c'était une méta-analyse qui a été publiée dans une revue à haut impact factor de bonne qualité et qui n'avait pas de biais de sélection, qui avait un bon critère de screening et qui montrait un effet qui était entre léger et modéré. Mais en fait, c'est la même chose qu'on trouve pour les antidépresseurs en fonction des populations qu'on inclut. Et donc, c'est toujours la même histoire. L'histoire des 15% de patients répondants aux antidépresseurs, c'est la même chose pour les probiotiques. Il faut arriver à identifier les personnes qui vont bénéficier d'une supplémentation en probiotiques. Et ça, on ne sait pas encore le faire parce qu'on ne peut pas actuellement utiliser la métagénomique en pratique courante pour définir ce qu'est un microbiote sain et ce qu'est un microbiote perturbé. Donc ça sert à rien de nous contacter. Je le dis d'emblée, ça sert à rien de m'envoyer des mails en me demandant des analyses de microbiote parce qu'on ne fait pas ça au centre expert. Ça ne se pratique pas en France actuellement. Dans d'autres pays, il y a des laboratoires qui le proposent, moyennant finance. Ça peut coûter entre 200 et 400 euros. Nous, on ne recommande pas forcément ça parce qu'en fait, on ne sait pas comment ces banques sont calibrées et du coup, sur quelle population ces analyses de microbiote sont basées, parce que donc, ce sont des laboratoires privés, donc ils ne publient pas leur méthode de calibrage et du coup, on ne peut pas l'évaluer scientifiquement, donc du coup, on ne peut pas s'en servir. Voilà. Donc, ça peut être quand même intéressant pour certaines personnes d'avoir des indications, mais pour nous, en tout cas, on ne peut pas le recommander dans la pratique courante. Et en pratique, on dit, quitte à y mettre de l'argent, autant tester directement les probiotiques pour les personnes qui sont les plus susceptibles d'en bénéficier. Nous, en pratique, on le recommande en deuxième intention, après l'administration des oméga 3, de la vitamine D et du zinc. Et puis, ça, c'est aussi dans les recommandations de la WFSBP, la Fédération mondiale de psychiatrie biologique. L'administration de probiotiques est aussi recommandée. Donc, c'est quelque chose à garder en tête.
Je termine sur une question qui m'est souvent posée aussi et qui malheureusement est actuellement en suspension, c'est la question de la greffe de microbiote entre êtres humains. Donc plutôt que d'aller administrer des bactéries isolées, en fait, même à forte quantité, est-ce qu'on ne pourrait pas carrément faire des transferts d'un microbiote d'une personne à l'autre? Donc ça a été très fortement ralenti en fait par l'Agence du médicament en France parce que plusieurs laboratoires privés ont voulu se lancer dans l'aventure. Et en fait, le risque infectieux est quand même non négligeable. Donc le risque de transmettre des maladies infectieuses d'un microbiote à l'autre, notamment des virus. Et donc il y a eu un très fort renforcement des critères en fait de greffe. Et actuellement, il n'y a pas de preuve d'efficacité en santé mentale. On se doute bien, avec toutes les données que je vous ai présentées, qu'il faut le tester. Mais en tout cas, en France, les autorités réglementaires sont tellement fortes qu'il y a de fortes chances que finalement les résultats proviennent d'autres pays que de la France actuellement. Et en tout cas, on ne le pratique pas, quelle que soit la forme de dépression, ça ne se pratique pas actuellement en France. Nous sommes en train de conduire une étude depuis maintenant 2 ans qui s'appelle Alimental, donc alimentation, activité physique et santé mentale. Donc si ça vous intéresse, moi je vous invite à y participer parce que ça prend une quinzaine de minutes seulement. Donc vous aurez le lien dans le PDF qui vous sera envoyé. C'est quelque chose que vous pouvez diffuser largement parce que toutes les personnes de plus de 18 ans sont invitées à y participer, qu'elles aient une dépression ou pas. En fait, le but, c'est de comparer les personnes qui ont des dépressions, celles qui n'en ont pas, et de regarder dans leur mode de vie ce qui diffère, mais de façon beaucoup plus fine que les données que je vous ai présentées. Vraiment, on voudrait identifier un score en fait de nutrition et on a développé un questionnaire alimental spécifique qui pourrait devenir ensuite la référence en santé mentale pour évaluer la nutrition de toutes les personnes qui ont un trouble de santé mentale. Donc, on a fait aussi une vidéo de présentation de l'étude, si vous voulez en savoir plus. Donc, je vous invite à y participer, à la diffuser largement, parce qu'on a besoin d'un grand nombre de personnes. On a actuellement 7000 participants et on en vise au moins 10 000, si possible même 20 000, en fait, pour augmenter la puissance de nos résultats, parce qu'on sait ensuite que l'étude sera publiée d'autant plus haut qu'on inclut beaucoup de personnes et qu'on peut extrapoler à plusieurs populations et on est en train de la conduire aussi au Canada et en Allemagne actuellement et puis il y a d'autres pays peut-être qui vont y participer. Donc si vous voulez la synthèse des données scientifiques que je vous ai présentées, vous avez à gauche l'article qui est en open access, donc en libre source, en open source, et puis donc le fameux ouvrage dont je vous ai parlé qui a été publié au printemps. En fait, on me demandait depuis des années une synthèse de toutes ces données, à la fois pour les collègues, pour les patients et leurs proches. Donc, j'ai pu synthétiser tout ça et donc je suis ravi actuellement des retours que j'ai sur cet ouvrage parce que ça a été en fait un peu un chemin de croix parce qu'il a été retardé avec le Covid et j'ai dû réactualiser toutes les données en fait qui sont contenues dedans parce qu'en fait le champ évolue très vite et, donc voilà, tous les 6 mois il y a des nouvelles études sur le microbiote, sur l'alimentation qui sont publiées, donc c'est un champ vraiment en plein essor et donc on n'a pas fini d'explorer tout ce qui peut être efficace dans la dépression. Là, je vous ai présenté les données qui sont très bien supportées scientifiquement actuellement, mais il y a encore d'autres nutriments, d'autres compléments alimentaires qui peuvent aussi montrer une efficacité dans la dépression. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et donc je passe la parole à Compliment de Pro avant de pouvoir répondre aux questions. Merci beaucoup, Dr Fong, c'était très, très intéressant. Le lien pour vous inscrire à l'étude alimentale a été partagé dans le chat, donc vous pouvez directement aller cliquer dessus et puis sinon, en effet, ça sera partagé avec le PDF. Donc, un petit point sur la micronutrition, les compléments alimentaires, donc en soutien plutôt à l'équilibre émotionnel. Donc, les 3, on va dire, essentiels dont on a parlé, qui étaient donc la vitamine D, les oméga 3 et le zinc. Donc, pour la vitamine D, pour bien choisir les compléments alimentaires pour son patient, bien sûr, toujours s'assurer dans un premier temps qu'on est sur une vitamine D dite active, donc la D3, que les calciférols. Essayer d'avoir une forme organique qui sera bien mieux assimilée par l'organisme. En termes de dosage, bien que les apports journaliers, en tout cas en Belgique, soient fixés entre 200 et 300 UI par jour, on sait aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. En général, on retrouve plutôt des apports qui seraient entre 1000 et 3000 UI par jour pour avoir une supplémentation intéressante chez le patient. Tout dépend bien sûr ensuite du besoin de chacun. La seconde chose qu'on a vue, c'était les oméga 3, qui vont être, comme on le disait, des fluidifiants membranaires, des puissants anti-inflammatoires, qui vont vraiment structurer tout simplement le système nerveux, améliorer ses communications entre les neurones.
Pour les oméga-3, en termes de supplémentation, bon, on a vu que les dosages pouvaient être assez élevés. En général, on considère que si on est au-dessus au moins de 250 mg en EPA et DHA, on est déjà sur une bonne supplémentation du quotidien. Après, c'est vrai que c'est vraiment dans le cadre prévention ou accompagnement sur un traitement pour une personne qui serait en dépression. Dans ce cas, pousser éventuellement, comme on l'a dit, à jusqu'à 1 g d'EPA et 400 mg en DHA. Pour les oméga-3, il faut faire bien attention toujours à la traçabilité du produit et s'assurer un maximum qu'on est sur des petits poissons, donc par exemple de l'huile d'anchois, pour éviter un maximum les contaminations tout simplement aux métaux lourds et à tous les autres polluants qu'on va retrouver au fond des océans. Donc faire bien attention à ça pour les oméga-3. Pour ce qui est du zinc, il va être important bien sûr aussi pour l'accompagnement, pour l'équilibre émotionnel, pour le maintien des fonctions cognitives. Pour la supplémentation, il faut s'assurer qu'on est sur un sel qui a une bonne biodisponibilité. Donc les formes organiques comme le bisglycinate ou le citrate par exemple vont être à privilégier. C'est intéressant aussi en général d'associer plusieurs sels parce qu'ils ne vont pas employer les mêmes canaux tout simplement pour être assimilés au niveau de l'organisme. Donc, si on prend plusieurs formes, on potentialise cette assimilation. On évite le risque de bloquer certains canaux. Donc, la quatrième chose qu'on aura classée dans cette catégorie des essentiels, c'est les probiotiques, parce que voilà, on a vu qu'il y avait des preuves. On sait aujourd'hui qu'il y a cet axe intestin-cerveau. J'entends par là la communication bidirectionnelle entre l'intestin et le cerveau. À savoir aussi qu'on sait que, par exemple, la sérotonine, qui est un neurotransmetteur essentiel au niveau du système nerveux, on sait qu'il y a plus de moins à 95% de cette synthèse qui se fait au niveau de l'intestin. Donc, c'est important d'avoir ce bon équilibre au niveau du microbiote intestinal. Et donc, ça peut se diversifier. Et pour atteindre cet équilibre, c'est intéressant de supplémenter en probiotiques. Pour les choisir, en général, on préférera toujours des souches qui ont été bien identifiées, c'est-à-dire qui ont été bien mises à l'étude d'un côté clinique, notamment les lactobacillus, les bifidobactéries, où on a un certain nombre d'études cliniques qui témoignent de leur efficacité sur la sphère digestive. Diversifier les souches, étant donné que chaque microbiote de chaque individu va être complètement unique, diversifier les souches, ça reste intéressant. Et comme on l'a vu, s'assurer vraiment qu'on est sur des gélules gastro-résistantes pour préserver ces micro-organismes de tout ce voyage tout au long du tube digestif, de toute l'acidité, et vraiment pour en conserver un maximum d'efficacité. Donc ça, c'était pour les essentiels. Ensuite, on a également des plantes qui peuvent être recommandées pour plutôt réguler le stress. Donc, pour maintenir, pour favoriser cet équilibre émotionnel, ça peut être intéressant chez le patient. Par exemple, l'ashwagandha est souvent recommandée, donc cette plante ayurvédique qui va permettre plutôt ici de réguler l'axe HPA, donc hypothalamo-hypophyso-surrénalien, et donc venir réguler la synthèse du cortisol, ce qui va permettre d'améliorer la résistance de l'organisme au stress et la résistance de l'organisme en général aussi. En termes de supplémentation, on garde bien un œil sur la traçabilité toujours quand on est sur des plantes. On regarde un œil aussi sur le fait que l'extrait doit être standardisé et titré en molécules actives, qui seront donc les butanoïdes pour l'ashwagandha. En termes de dosage, sur les études, on retrouve des données entre 250 mg et 600 mg par jour pour avoir une bonne régulation au niveau du stress. La rhodiole est intéressante aussi pour réguler toujours l'axe HPA et donc améliorer cette résistance au stress au sein de l'organisme. On fait toujours attention à la traçabilité et au niveau de la standardisation, ici, ça sera surtout les rosavines et les salhydrosides qui vont être d'intérêt pour la rhodiole. En général, on essaie de chercher des extraits qui vont être standardisés à plus de 3% en rosavine et plus d'1% en salhydroside pour avoir quelque chose de bien efficace chez le patient. Pour l'équilibre des neurotransmetteurs, également en termes de compléments alimentaires, on peut avoir un impact. Par exemple, le tryptophane étant le précurseur du 5-hydroxytryptophane qui permettra la synthèse de la sérotonine, va pouvoir améliorer l'humeur chez le patient. En termes de dosage, en général, on retrouve dans les études entre 200 et 400 mg sur une prise journalière. Vous pouvez scinder la prise. À savoir qu'aussi, il faut veiller aussi à l'apport en vitamine B6, même quand on supplémente en tryptophane, parce que la vitamine B6 va être un cofacteur essentiel aussi dans la conversion du 5-HTP en sérotonine. Et on le verra tout à l'heure aussi, même dans la conversion de la tyrosine en dopamine.
Donc, bien veiller aux apports en vitamines du groupe B pour l'équilibre aussi au niveau du système nerveux. Le griffonia se retrouve dans cette catégorie aussi parce que le griffonia va être naturellement riche en 5-hydroxytryptophane et donc facilite la synthèse, améliore la synthèse de sérotonine. Et ici, comme on est sur une plante, on va faire attention, il faut veiller à ce que l'extrait soit bien standardisé. 30% par exemple de 5-hydroxytryptophane sur un extrait est un bon dosage. Et enfin, pour les deux derniers, pour l'équilibre au niveau des neurotransmetteurs, on peut citer le GABA, qui est intéressant pour son action plutôt apaisante, pour favoriser, en fait, c'est lié à l'action inhibitrice au niveau du système nerveux, et donc c'est ça qui va favoriser l'apaisement. Il améliore également la qualité du sommeil. Pour les dosages, pareil, on retrouve plusieurs choses au niveau des études. En général, c'est entre 500 jusqu'à 2 grammes par jour sur l'acide gamma-aminobutyrique. Et la tyrosine va donc tout simplement soutenir les fonctions cognitives, renforcer l'énergie et réduire la fatigue parce qu'elle pousse la synthèse de dopamine, qui est donc un neurotransmetteur essentiel au niveau du système nerveux aussi. Forme active, donc L-tyrosine toujours à privilégier entre 400 et 600 mg sur une prise journalière. Alors, je vais vous montrer rapidement une vidéo qui, en fait, met en avant un protocole qui est adapté pour l'équilibre émotionnel du patient. Donc, je vous la montre comme elle serait faite, qu'on soit sur la plateforme Compliment Pro, que je vous présente dans une seconde pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, depuis la plateforme Compliment Pro, vous avez accès à tout un catalogue de produits. Vous pouvez sélectionner les produits que vous souhaitez intégrer à la cure de votre patient en tapant le nom des produits tout simplement. Vous avez des fiches produits, comme vous pouvez le voir, qui sont bien détaillées avec les différents actifs, les bienfaits, bien sûr les dosages précis sur chacun des actifs. On est transparent aussi sur tout le sourcing et la traçabilité des actifs, bien sûr. Donc là, vous êtes en train de créer la cure de votre patient. Vous pouvez choisir par objectif pour classifier les compléments. Là, typiquement, stress et sommeil. Et vous voyez ce qui en ressort. Le neuro, par exemple, dont je vous parle dans un instant, qui peut être adapté pour réguler le stress, l'anxiété, améliorer la qualité du sommeil. Vous pouvez séparer la cure de votre patient en 2 prises. Si certains compléments sont à prendre le matin, par exemple, et d'autres plutôt le soir pour favoriser, par exemple, un bon endormissement. Et ensuite, vous sélectionnez toujours les produits et on va vous proposer de l'ajouter à la prise du matin ou du soir. Vous pouvez mettre des conseils d'utilisation aussi au niveau de la plateforme. Donc, ça serait imprimé avec une feuille de route que reçoit votre patient avec sa cure de compléments alimentaires. Vous pouvez bien sûr moduler les dosages également. Après, en fait, tout simplement, depuis la plateforme Compliment Pro, vous pouvez écrire un message pour votre patient. Vous choisissez la durée de cure que vous recommandez. Vous créez et vous envoyez cette recommandation directement donc depuis cette plateforme Compliment Pro. Donc, ça simplifie énormément, bien sûr, les recommandations pour les patients. Donc, voilà pour ça. Je vais vous parler un petit peu plus donc, des différents compléments qu'on a abordés. Hop, il faut que je retourne sur la présentation. Alors, donc les compléments qu'on a pu voir là rapidement, c'était d'abord les essentiels hydrosolubles, donc notamment magnésium, zinc, vitamine du groupe B et spiruline, qui vont être intéressants, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment la vitamine B6 qui va être essentielle. Dans les liposolubles, on va retrouver notre vitamine D et nos oméga 3 qui sont absolument indispensables. Le neuro contient de la rhodiole, du safran, de la superoxydismutase et du magnésium, donc pour soutenir bien l'équilibre émotionnel du patient. Et ensuite, donc, on propose dans ce protocole aussi un extrait d'ashwagandha, donc vraiment pour réguler le stress chez le patient. Donc, voilà un petit peu pour ça. Pour un petit mot sur Compliment Pro, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette plateforme, c'est un outil qui est dédié aux professionnels de la santé, qui a vraiment pour vocation de vous aider à accompagner les patients dans leur démarche de santé. Cette plateforme, elle est tout simplement fondée sur 2 objectifs. Le premier étant de faciliter les prescriptions, le second étant d'améliorer l'adhésion chez le patient. Pourquoi ces 2 points ? La première chose, c'est qu'on remarque qu'aujourd'hui, 50% des prescriptions ne sont pas achetées par les patients. Donc ça, ce sont des chiffres généraux qu'on a des laboratoires. 50% des prescriptions ne sont pas achetées et il y a plusieurs raisons pour ça, bien sûr. La première qu'on peut citer, c'est que c'est compliqué pour le patient. Il va recevoir pas mal de fiches de prescription parfois sur plusieurs labos, comment savoir quel est le bon produit, lequel choisir. Et ensuite, parfois, ils ne savent pas exactement où se rendre, où aller pour
pour acheter le produit, donc la pharmacie ou autre. Donc, c'est vraiment dommage qu'on ait justement seulement la moitié des recommandations que vous pouvez faire à vos patients qui sont suivis. Et donc, nous, via la plateforme, on va simplifier ça. Comme vous pouvez le voir, vous envoyez directement la recommandation au patient et lui, il passe sa commande directement depuis cette recommandation. Ensuite, vous pouvez choisir de la renvoyer automatiquement à votre patient si on part sur une cure, admettons, de 6 mois. Et donc, nous, on voit au niveau des chiffres qu'on est à 70% de conversion, donc d'achat des prescriptions depuis la plateforme. La seconde chose, c'est qu'on remarque aussi que 50% des patients ne sont pas observants. Même s'ils commandent, en soi, ils ne vont pas ensuite suivre leur traitement dans la globalité. Plusieurs raisons à nouveau. Et ça, ce sont des chiffres qu'on prend, qui nous viennent donc de l'OMS. Tout simplement, l'expérience de prise n'est pas pratique. Il y a souvent plein de flacons qui peuvent traîner. Il y a des flacons de 60, 280. Si on perd sa posologie, on ne sait pas exactement combien de gélules il faut prendre sur une prise journalière. Donc, tout ça rend vraiment l'expérience compliquée pour le patient. Donc, concrètement, Compliment Pro, c'est quoi? C'est une nouvelle manière de recommander des compléments alimentaires. Et notre proposition de valeur, c'est celle-ci. C'est un large choix de compléments alimentaires. C'est pouvoir prescrire de manière simple et c'est avoir, bien sûr, un suivi dans la durée de vos patients. Aujourd'hui, on a également fait le choix sur la plateforme d'intégrer différents laboratoires. Donc, on en est vraiment au début, mais ça permet d'avoir un catalogue de produits qui s'étoffe vraiment très rapidement. On a déjà intégré donc les marques belges qu'on peut voir ici, donc l'Epivit, Digamed, BeLife, et on est vraiment en train d'en intégrer d'autres. Donc, si d'ailleurs vous avez des laboratoires que vous connaissez et qui souhaitent distribuer leurs produits ou qu'il manque selon vous certains produits au niveau de notre catalogue, n'hésitez surtout pas à nous le dire et nous, on essaie de les rentrer le plus rapidement possible. Donc, pour rappel, l'objectif, il était double, faciliter la prescription pour le pro et améliorer l'adhésion pour le patient. Et ça, comment on le fait? Tout simplement, votre patient, il reçoit chez lui une box comme ceci avec 30 sachets quotidiens. Dans chacun de ces sachets, il a les compléments que vous lui avez recommandés pour la journée. Donc, vous améliorez le suivi. Vous faites en sorte que la posologie qui est suivie est la bonne également. Il y a ce renouvellement automatique si vous le souhaitez pour faciliter tout ça. Et tous vos conseils, comme je le disais, au niveau que vous pouvez ajouter des conseils d'utilisation sur la recommandation. Tout ça, c'est imprimé sur un petit livret de route que reçoit le patient avec sa cure. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une plateforme qui est utilisée par plus de 1000 thérapeutes, que ce soit en France ou en Belgique. Elle est complètement gratuite pour vous en tant que professionnel. Elle a déjà donc séduit un certain nombre de thérapeutes avec qui on travaille, donc, comme je le disais, main dans la main pour vraiment faire évoluer la plateforme pour qu'elle puisse répondre au mieux à vos attentes et à vos besoins. Les retours qu'on a principalement aujourd'hui, la satisfaction vient de la simplicité de l'utilisation de l'outil, mais aussi bien sûr de la meilleure observance et de l'adhésion du patient. Donc c'est surtout ça. N'hésitez pas donc à nous contacter. Les liens vont vous être partagés dans le chat. Donc si vous avez un intérêt, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer un petit mail. Donc, vous avez des personnes qui sont là à votre disposition pour vous répondre. Et puis, dans ce cas, on peut programmer, si vous le souhaitez, c'est une petite présentation d'une vingtaine de minutes de la plateforme et ensuite une formation, donc one-to-one, vraiment de toute la gamme pour que vous puissiez être à l'aise ensuite au niveau de ces recommandations. Donc voilà, si vous avez un intérêt, n'hésitez pas, on sera ravis de vous présenter tout ça. Pour rappel, les prochains événements. Donc, la semaine prochaine, un webinaire avec le docteur Benoît Chassin sur le microbiote intestinal et son rôle au niveau de l'immunité du patient. Et ensuite, le 24 novembre, on a Véronique Liès qui viendra nous parler donc, du syndrome des ovaires polykystiques, de l'insulinorésistance, donc du rôle des hormones au niveau du métabolisme du patient. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous partage aussi le lien au niveau du chat. Et on va pouvoir partir sur les questions-réponses. J'ai vu un certain nombre de questions passer. Je ne sais pas si, Dr Font, vous avez pu passer sur certaines des questions, si vous souhaitez commencer ou je vous les pose comme ça. En fait, il nous reste 1 minute, donc je sais, ça va être compliqué. On peut dépasser un petit peu, de toute façon. À mon avis, on a un petit peu de temps pour dépasser. En tout cas, moi, je suis encore disponible pour une dizaine de minutes. Je rappelle juste la posologie efficace donc dans la dépression, c'est 1 gramme de PA et 400 mg de DHA. Donc 1 gramme de PA, c'est pour la dépression et 400 mg de DHA, c'est pour l'anxiété qui en fait est très fréquente. Donc c'est dans les mécanismes sur les troubles anxieux. Pourquoi est-ce que le PA, ça marche sur la dépression? Pourquoi le DHA sur l'anxiété? On n'a aucune réponse à ça. Il y a des hypothèses. Alors,
parmi les hypothèses, c'est que l'EPA est anti-inflammatoire, contrairement au DHA. Après, il y a des hypothèses autour du fait que le DHA est peut-être plus instable et qu'il peut se dégrader plus vite parce que du coup, il a plus de double liaison. Bon, enfin, après, là, on rentre dans des trucs très physiopathologiques. Bon, en tout cas, dans les études, c'est quand on administre plus d'1 gramme de PA par jour, qu'on a une efficacité sur la dépression et plus de 400 mg de DHA par jour, qu'on a une efficacité sur les troubles anxieux. Et nous, en pratique, on recommande les deux parce qu'en fait, dans la plupart des gélules, on a une alliance de PA et de DHA. Donc, il faut choisir à peu près entre 60 et 70% de PA et le reste de DHA. Et on a le complément alimentaire qui normalement va bien. Puis après, il faut regarder la posologie en fait, pour atteindre le nombre de gélules nécessaires. Donc, c'est plus que ce qui est recommandé par l'autorité européenne qui recommande 250 mg de consommation par jour. Mais là, on parle du traitement d'une pathologie. Donc, et par contre, ce qui est recommandé, c'est l'apport de 2 grammes de PA par jour. Et comme on est à 600 mg en moyenne en France, ben, du coup, ça fait 1,4 g par jour. Donc, on est bien dans les doses de PA et de DHA que j'ai décrites. Après, donc, il y a des questions plus sur hormones, tout ça. Donc, ce sera peut-être au moment du syndrome des ovaires polykystiques. Pour limiter, il y aura une conférence passionnante la semaine prochaine. Donc, voilà, je n'ai pas vu, je crois, d'autres questions. Alors, moi, j'en ai vu pas mal. Donc, si vous voulez, je peux vous les poser. Il y avait la rubrique chat et la rubrique questions à côté. De toute façon, pour rappel, le replay est envoyé. Donc, même si on déborde, que certains doivent nous quitter, ils pourront après regarder la partie questions-réponses sur le replay. Bah, effectivement, je découvre la partie questions. J'avais vu que la partie chat. Donc, est-ce que vous souhaitez aller regarder d'abord ou je vous en pose quelques-unes comme ça? Vous pouvez me les poser directement. Okay, ça va. Qui concerne le plus de monde, peut-être. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut commencer par quoi? Celle qui concerne le microbiote, parce que je vois qu'il y a des questions. Ouais. Alors, comment est-ce que la perméabilité intestinale peut affecter le microbiote et vice-versa? En fait, le microbiote protège de la perméabilité. Il y a plusieurs barrières au niveau de l'intestin. On parle des 3 barrières et le microbiote est la dernière. En fait. Enfin, la dernière, c'est la barrière de l'intestin et qui est influencée par le microbiote. Donc, je ne sais pas si la question, c'est les mécanismes précis entre les jonctions serrées et le microbiote, dans quel cas je n'ai pas la réponse. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est quand il y a une dysbiose intestinale, ça, je ne l'ai pas expliqué. Donc, la dysbiose, c'est la perturbation qualitative du microbiote. Et bien, en fait, il y a des récepteurs en fait, aux parois des bactéries qui sont situées sur la barrière intestinale. Donc, on appelle les récepteurs NOD et les récepteurs TLR, Toll-like receptors. Et donc, c'est très étudié actuellement, ce qu'on en trouve aussi dans le cerveau. Et on essaye de comprendre, en fait, les mécanismes d'interaction. Mais en tout cas, quand on regarde dans les modèles animaux et même chez l'être humain, quand on a une perturbation du microbiote, il y a une augmentation de la perméabilité de l'intestin. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas, nous, de marqueurs pour doser la perméabilité de l'intestin en pratique clinique. Il y a la zonuline qui peut se doser. Dans certains pays, j'ai une collègue allemande qui était venue me voir dans un congrès qui m'avait dit « mais nous, on fait la zonuline ». Et en fait, j'ai essayé et je n'ai pas trouvé, enfin, le laboratoire, nous, à Marseille, ne le fait pas. Et puis, je n'ai pas trouvé de normes standardisées et je ne connais personne en France qui le fait. Donc, du coup, on n'a pas de marqueur de la perméabilité intestinale. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de réponses à apporter à cette question sur le plan de la pratique clinique. Ok. Est-ce que la prise des antibiotiques va détruire tout le microbiote ou alors est-ce qu'il est partiellement détruit? Partiellement, heureusement, parce que alors du coup, si on décapait tout le microbiote, les gens seraient à l'hôpital tout de suite. En fait, on peut pas vivre sans microbiote. En fait, un intestin stérile, tout de suite, on a vu toutes les fonctions du microbiote. Il y a des fonctions en termes de digestion, d'absorption de nutriments. Enfin, j'ai pas tout détaillé, mais le microbiote, ça synthétise des acides gras courte chaîne qui sont en fait des carburants pour les colonocytes, les cellules du côlon. S'il y a plus ces carburants, ces acides gras courte chaîne comme le butyrate, et ben en fait, les cellules du côlon commencent à se manger entre elles, littéralement. C'est une autophagie. Donc, en fait, on ne pourrait pas vivre sans microbiote. Donc, heureusement, les antibiotiques ne décapent pas la totalité des bactéries, c'est juste un pourcentage des bactéries et ça revient très vite après l'arrêt des antibiotiques. Mais par contre, on pense que chez certaines personnes, il y a un défaut de résilience du microbiote et c'est cette résilience qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui. Pourquoi il y a des personnes qui ont une résilience, pourquoi d'autres n'en ont pas. Et on pense que c'est ça qui pourrait expliquer beaucoup de déclenchements de troubles dans l'axe intestin-cerveau. D'accord, ok. Est-ce qu'un stress brutal peut provoquer une dépression brutale qui perdure? Plutôt en lien vraiment avec l'aspect Donc, psychologique. il y a beaucoup, au moins la moitié des dépressions qu'on voit, nous, ont un début brutal. Donc, dans une circonstance souvent d'un événement très stressant particulier qui est ciblé, ça peut être
le fait d'avoir été exposé à du harcèlement dans une réunion de travail, le fait d'avoir vécu une rupture sentimentale, d'avoir appris le décès d'un proche. Enfin, voilà, ça peut être des choses, mais en fait, qui révèlent une vulnérabilité antérieure. En fait, c'est une question qui avait été posée dans le chat aussi. C'est que il y a toujours des événements psychologiques quand on retrouve, enfin, on est tous soumis à des événements stressants dans nos vies avec plus ou moins d'intensité d'événements stressants. Mais par contre, notre vulnérabilité au stress, elle varie d'une personne à l'autre. Et parmi les facteurs de cette vulnérabilité, il y a le microbiote, et pas que, bien sûr. Il y a aussi le fait d'avoir correctement enregistré, par exemple, les traumatismes. Il y a ce qu'on appelle la thérapie de reconsolidation de la mémoire, qui font partie des thérapies ciblées sur les traumatismes, qui font que certaines personnes, après un traumatisme, en fait, certaines personnes vont se remettre du traumatisme en disant « je m'en sors plus fort, j'ai appris quelque chose, ça va être une leçon, enfin, je vais de l'avant ». Et d'autres personnes, en fait, vont sombrer dans la dépression, l'alcool ou d'autres choses. Et on essaie de comprendre ce qui fait la différence entre les deux. Il y a des facteurs psychologiques comme la capacité à ressentir la gratitude. Donc ça, c'est des choses qui se travaillent en psychothérapie ciblée. Et puis, il y a d'autres facteurs qui probablement incluent l'alimentation, l'activité physique, tout ça, avec un rôle sur le microbiote directement. Ok. Alors, est-ce qu'on a un lien entre microbiote, dépression, maladie neurodégénérative et un petit peu en lien aussi, est-ce qu'on peut traiter les intestins pour guérir une sclérose en plaques? Donc, j'ai fait en fait un chapitre sur les maladies neurodégénératives dans le livre, donc je vous invite à aller regarder parce que c'est une réponse qui va être nuancée, donc je ne pourrais pas vous répondre de façon satisfaisante de façon rapide. Parce que les études sont pas toutes dans le même sens. Et oui, on pense qu'il y a un lien entre la raréfaction du microbiote à l'âge où ça se produit, donc c'est après plutôt 65 ans, et des troubles neurodégénératifs comme les démences et la maladie de Parkinson. Donc là, il y a des études là-dessus. Rien sur la sclérose en plaques à ma connaissance, mais c'est juste à ma connaissance et ça va très vite dans le champ de la littérature. Donc je ne mettrai pas ma main à couper non plus, parce qu'en fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est très proche des maladies mentales dans le sens où elle survient chez des individus jeunes, qu'elle a un fort composant immunologique, comme les maladies mentales, et qu'elle a des formes en poussée, des formes récurrentes, des formes chroniques, invalidantes. Donc en fait, c'est la même chose dans la dépression. Donc en fait, on a trouvé des liens avec des virus comme les endorétrovirus, les HERV, qu'on retrouve à la fois, par exemple, dans la sclérose en plaques et dans certaines maladies mentales sévères. Et donc, il y a encore beaucoup à comprendre sur les mécanismes de cette maladie. Donc, nous, on voit quasiment pas de gens qui ont des scléroses en plaques au centre expert, c'est juste parce que ça n'arrive pas. Voilà. Il n'y a pas d'association entre la dépression résistante et la sclérose en plaques. Mais par contre, oui, il y a peut-être des liens entre le microbiote et la sclérose en plaques, mais moi, je ne suis pas neurologue, hein, donc je ne suis pas du tout expert de ce sujet. Ok. J'avais une question aussi concernant, alors que pensez-vous des champignons type psyllo ou psilocybine dans le traitement? Comme je disais, on sort du domaine du microbiote, donc en fait, sauf peut-être pour le champignon, mais c'est pas vraiment une partie alimentaire, c'est qu'en fait, ils contiennent des composés qui ont une action au niveau du cerveau. Ouais. Directement, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la psilocybine. Donc, j'ai fait une vidéo dessus sur YouTube, donc je vous invite, pour les personnes qui sont intéressées, donc j'ai créé une chaîne à mon nom qui s'appelle Guillaume Font. J'avais pas d'idée pas d'autres idées à l'époque, je l'ai créé en 2017 que d'y mettre mon nom. Et donc, parce que je savais pas trop où j'allais aller dans le contenu des vidéos. Et donc, j'aborde cette question-là dans une vidéo qui est sortie en fait il y a un mois. Donc, je refais l'état des lieux pour les personnes qui veulent savoir les données scientifiques autour de l'ayahuasca, la psilocybine, le LSD et la santé mentale, en fait, qui produisent des résultats très intéressants en santé mentale. Donc, la réponse est oui. Et surtout pour la psilocybine, c'est celui qu'on attend avec le plus d'impatience pour améliorer le traitement de la dépression notamment. Il y a eu 2 essais contrôlés randomisés de très bonne qualité en 2021 qui ont été publiés, un avec la psychothérapie et un en administration seule sans psychothérapie versus placebo. Et dans les 2 cas, en fait, il y a eu une preuve d'efficacité de la psilocybine. Donc, ça a l'air très bien toléré et efficace sur le long terme. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à cette molécule. Par contre, le mécanisme d'action, il n'est pas connu. On ne sait pas si ça passe par l'agonisme des récepteurs 5-HT2 ou par un effet qui serait sur la synchronisation des neurones, des choses plus fondamentales qui sont en cours d'exploration. Donc, voilà, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Ok. Est-ce qu'une intoxication alimentaire au campylobactère peut-elle perturber un microbiote pour le reste de la vie si elle a été contractée, par exemple, à l'adolescence? Je ne sais pas.
Ça, on ne sait pas. Non, mais je pense que tout est modulable. On a vu que le en fait, le microbiote, ça part tellement dans tous les sens que, en fait, j'aurais envie de dire oui par argument de défense, parce qu'en fait, je renverserais la question en disant prouvez-moi que ça ne puisse pas arriver, et on ne peut pas le prouver que ça ne puisse pas arriver. C'est-à-dire que ça paraît plausible d'un point de vue du mécanisme, que ça concerne. Après, la question, c'est combien de personnes ça pourrait concerner, et puis ça, on n'a pas la réponse à ma connaissance. Après, moi, je travaille en santé mentale, donc je ne connais pas toutes les données du microbiote, je ne connais que les données qui font le lien entre l'intestin et le cerveau. Donc, c'est un petit champ. Là, on l'a vu dans les sujets des autres présentations. La semaine prochaine, vous allez voir plein d'autres études microbiote, la semaine d'après aussi. Donc, j'ai peut-être pas fait le tour de toutes les données. Et selon vous, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord veiller à réparer la muqueuse intestinale avant de venir supplémenter et donc réensemencer avec des probiotiques? Oui. Oui. Mais en fait, ensemencer le probiotique peut améliorer la réparation de la muqueuse intestinale. Mais bien sûr, si la muqueuse a été détruite, du coup, on peut imaginer qu'il y a un problème de développement du probiotique au niveau local et que ça puisse expliquer l'inefficacité du probiotique. Oui, je suis d'accord. D'accord. Une personne qui demande si votre livre est intéressant au sujet de l'anxiété également. Oui, j'aborde tous les troubles mentaux. Parfait. Il y a aussi des données sur la schizophrénie, l'hyperactivité de l'enfant, l'autisme, les démences. Voilà. Et je me suis limité là parce que je n'ai pas fait la neurologie. Par contre, il n'y a pas le Parkinson, la sclérose en plaques dont on a parlé, tout ça. Ok, très bien. Très rapidement, 2-3 petites questions qu'il y avait sur la plateforme Compliment Pro qui est disponible aussi pour les naturopathes. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Donc, tout à fait ouverte aussi pour les naturaux. N'hésitez pas à justement aller sur le lien pour pouvoir réserver une démo parce qu'il y a eu plein de questions sur les compléments alimentaires aussi qui ont été présentés, mais je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail sur tout ça. Et comme je vous l'ai dit, donc si vous faites une petite présentation, il y aura un appel vraiment simplement une présentation personnalisée, on va dire, de la gamme, et vous pourrez poser toutes vos petites questions là-dessus. Donc, on a fait un petit tour des questions déjà. Je ne sais pas si vous voulez prendre encore un petit peu de temps pour répondre à la question. Une dernière question. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il nous reste comme question? Alors, de quoi peut-on... Alors, j'en ai mis quelques-unes de côté. Celle qui concerne le plus de monde, je ne sais pas. Alors, celle-ci, je crois que je ne vous l'ai pas posée. Au bout de combien de temps, en traitant l'intestin, peut-on guérir une anxiété, une immunité ou une basse inflammation? Est-ce qu'on parle de semaines? Est-ce qu'on parle de mois? Effectivement, c'est une question très intéressante. C'est vrai que je l'avais lu et j'ai oublié d'y répondre. En fait, je peux répondre que par ce qui a été publié scientifiquement, et les données des études sur les probiotiques, elles sont entre 8 et 12 semaines et elles montrent une efficacité à partir de 8 semaines pour la plupart des études. Il y en a même où il y a une efficacité plus précoce à partir de 4 semaines, mais toutes les études se donnent au moins 8 semaines pour évaluer l'efficacité d'une intervention sur le microbiote. Donc, c'est la durée minimum qu'on peut se donner pour évaluer l'efficacité, et puis aller jusqu'à 12 semaines éventuellement. Et puis, en fait, ce que je dis aux patients, après, il y a la question, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Voilà, c'est comme pour tous les traitements, c'est-à-dire on peut faire un test d'arrêt, et si les troubles réapparaissent, c'est peut-être une indication qu'il faut prendre le complément au long cours, ce qui peut avoir un certain coût. Donc, on a parlé des problèmes d'observance aussi par rapport à ça. Donc, voilà, il faut regarder un peu tout ça, et ça c'est au cas par cas, en fait, en fonction de l'histoire de chaque personne. Est-ce qu'il y a eu qu'un seul épisode de dépression, plusieurs? Est-ce qu'il y a des facteurs d'entretien, de maintien? Comment est l'alimentation? Bien sûr, tout ça, c'est dans le cadre de modification alimentaire et de la reprise d'une activité physique. Donc, c'est tout ça qu'on fait au Centre Expert Dépression Résistante. Ok, passionnant. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Pour les personnes encore présentes, n'hésitez pas justement à aller vous renseigner sur l'étude alimentaire et donc vous inscrire. Et pour rappel, donc, le docteur Guillaume Font a écrit un livre sur toutes ces thématiques intéressantes, Bien manger pour ne plus déprimer. Donc, je vous invite également à aller feuilleter tout ça pour en savoir plus, disons. Merci, docteur Font, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment hyper intéressant, très clair. Et pour rappel, de toute façon, on vous envoie le webinaire en replay, la présentation en PDF. Donc, vous en faites pas s'il y a des informations que vous n'avez pas pu noter. Et merci pour tous les commentaires très encourageants sur la conférence, ça me fait très plaisir. Oui, c'est vrai qu'il y a eu plein de chouettes interventions aussi au niveau du chat, donc ça fait plaisir. Merci vraiment à tous, je vous souhaite un très bon appétit, une très bel après-midi, à très bientôt et au revoir Guillaume Font. À bientôt, au revoir.